Marie ouvre les yeux dans la lumière blanche et froide de l'hôpital Saint-Antoine. Sa gorge brûle et ses cicatrices tirent sous le pansement. 5 jours qu'elle est là, depuis que sa cholécystectomie s'est transformée en cauchemar médical. L'infection post-opératoire a failli l'emporter et à 32 ans, elle a frôlé la mort pour quelques calculs biliaires. Le silence de sa chambre lui pèse comme une chape de plomb. Pas de fleurs fraîches, ni de visites surprises. Juste elle et son téléphone dans cette solitude qui lui colle à la peau depuis l'enfance. Ses doigts tremblent encore de faiblesse quand elle déverrouille l'écran. L'infirmière vérifie sa perfusion avec des gestes doux et précis, en remarquant l'anxiété de Marie qui fixe son téléphone. « Votre famille vient vous chercher, ma petite ?» Marie hésite avant de répondre car sa famille... Elle n'a pensé qu'à eux depuis son réveil, comme toujours, comme depuis qu'elle est petite et qu'elle compte sur eux pour tout. Ses doigts tapotent nerveusement sur l'écran, tandis qu'elle compose son message avec appréhension. « Mon vol arrive à 16h. Quelqu'un peut venir me chercher ?» Elle appuie sur envoi et pose le téléphone sur sa poitrine pendant que son cœur bat trop vite dans l'attente de leur réponse. 30 minutes s'écoulent lentement, ponctuées par les bruits familiers de l'hôpital et le tic-tac régulier de l'horloge murale. Son téléphone vibre enfin et sa mère répond en premier. « Désolée, je suis débordée. Prends un Uber. » Le sang de Marie se glace dans ses veines quand sa sœur enchaîne aussitôt. « Apprends à t'organiser un peu. » Marie regarde ces mots qui dansent devant ses yeux fatigués en se demandant si elle rêve. Apprendre à s'organiser alors qu'elle sort de 5 jours entre la vie et la mort et que sa sœur lui fait la morale. Ses mains commencent à trembler, mais pas de faiblesse cette fois. Quelque chose se brise profondément en elle et ce n'est plus la déception habituelle quand sa famille la déçoit ni la tristesse familière quand elle se sent invisible. Non, quelque chose de plus définitif et de plus libérateur aussi se réveille dans son cœur meurtri. Elle tape très lentement. « Ok », un seul mot, et 2 lettres qui résonnent comme une révolution silencieuse dans sa tête. L'infirmière remarque ses larmes qui coulent sans bruit sur ses joues pâles. « Ça ne va pas, ma petite. »« Si », murmure Marie en essuyant ses larmes. Pour la première fois de sa vie, elle vient de dire non sans prononcer le mot et ce simple « Ok » va tout changer. Marie rentre chez elle dans un Uber silencieux en regardant défiler les rues de Paris qu'elle connaît par cœur. Le chauffeur jette quelques coups d'œil inquiets dans le rétroviseur en voyant cette femme pâle qui serre son sac contre elle comme un bouclier. Elle monte péniblement les 3 étages jusqu'à son petit appartement de Belleville et s'effondre sur son canapé sans même enlever sa veste. Son téléphone reste silencieux pendant 1 heure, puis commence à vibrer de façon incessante. Marie le regarde avec une fascination nouvelle, comme si elle découvrait cet objet pour la première fois. Les messages s'accumulent un par un et elle les compte machinalement. 1, 2, 3, 10, 20. Sa mère ouvre le bal dès le lendemain matin. « Peux-tu garder Médor ce week-end ? Je pars chez ta tante Sylvie. Puis, n'oublie pas d'acheter le cadeau pour l'anniversaire de ton père. Et encore, as-tu pensé à prendre rendez-vous chez le dentiste pour lui ? Il ne veut jamais y aller seul. » Sa sœur Clara enchaîne dans l'après-midi. J'ai besoin de ta robe noire pour samedi, celle qui me va bien. Puis, tu peux me prêter 200 €? Je te rembourse le mois prochain, promis. Et maman dit que tu fais la tête depuis hier. C'est quoi ton problème exactement? Marie lit chaque message avec une lucidité douloureuse qui la surprend elle-même. Les demandes s'enchaînent comme une avalanche implacable. Organisation du baptême de son neveu, course pour sa mère qui a mal au dos, récupération d'un colis chez la voisine, accompagnement de son père à un rendez-vous médical qu'il redoute. 40 messages en 3 jours exactement, et Marie les recompte plusieurs fois pour être certaine du chiffre. Pas un seul « Comment tu vas ?» ni « Tu as encore mal ?» ni même « Comment s'est passée ta sortie de l'hôpital ?» Rien qui ne concerne sa santé, sa convalescence ou son bien-être. Elle pose son téléphone sur la table basse et l'observe comme un objet étranger. Pour la première fois de sa vie, elle réalise qu'elle n'existe pour sa famille que comme un service disponible 24 heures sur 24. Une assistante personnelle gratuite qui ne prend jamais de congé ni de jour de maladie. « Il parle de moi comme d'un service client », murmure-t-elle à voix haute dans son salon vide. Sa voix résonne étrangement dans l'appartement silencieux et elle sursaute presque d'entendre ses propres mots. Marie se lève difficilement, encore affaiblie par son séjour hospitalier, et va se regarder dans le miroir de sa salle de bain.
Cette femme aux cheveux ternes et aux cernes profondes lui renvoie un regard qu'elle ne reconnaît pas. Son téléphone vibre encore depuis le salon. Un nouveau message de Clara. « Tu réponds quand ? C'est urgent pour la robe ?» Puis un de sa mère. « Je compte sur toi pour Médor. J'ai déjà dit oui à Sylvie. » Marie retourne s'asseoir sur son canapé et prend son téléphone entre ses mains tremblantes. Elle fait défiler tous les messages reçus depuis son retour et une évidence s'impose à elle avec la force d'une révélation. Ils tiennent sa disponibilité pour acquise comme on tient l'eau du robinet pour acquise. Pour la première fois depuis 32 ans, Marie ne répond à aucun message. Elle pose son téléphone sur la table, l'écran vers le bas, et savoure ce silence nouveau qui l'envahit peu à peu. Le silence devient son territoire secret, sa première victoire silencieuse. Mais combien de temps pourra-t-elle tenir avant que sa famille ne débarque chez elle ? Une semaine entière s'écoule dans un silence que Marie n'avait jamais connu auparavant. Son téléphone continue de vibrer, mais elle a développé une capacité surprenante à l'ignorer, comme si elle avait enfin trouvé le bouton secret pour éteindre 32 ans de conditionnement. Les messages familiaux changent progressivement de ton et passent de l'agacement à l'inquiétude, puis à la colère pure. Clara écrit « Tu fais quoi exactement ?» Puis « C'est quoi ce délire de ne plus répondre ?» Et enfin « Maman s'inquiète, tu nous fais peur. » Sa mère alterne entre reproches et tentatives de culpabilisation. « Je ne comprends pas ton attitude. » Et « Ton père me demande si tu lui en veux pour quelque chose. » Marie lit tout avec un détachement qui la fascine elle-même. Ces mots qui Lorena fait courir il y a encore une semaine glissent maintenant sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. Elle découvre qu'elle peut exister sans répondre à chaque sollicitation, sans courir dans tous les sens pour satisfaire les besoins des autres. Le jeudi matin, elle se lève enfin, avec l'énergie suffisante pour sortir faire des courses. Ses forces reviennent progressivement et elle savoure cette sensation de se mouvoir à son propre rythme, sans l'urgence perpétuelle qui rythmait sa vie d'avant. Au supermarché Monoprix de la rue de Belleville, elle choisit soigneusement ses produits, du vrai café en grains qu'elle s'offre rarement, des magazines qu'elle aime vraiment lire, des fleurs pour égayer son salon. En passant au rayon boulangerie, elle croise Thomas, son voisin du 3e étage qu'elle salue poliment depuis 2 ans, sans jamais avoir pris le temps de vraiment lui parler. Il travaille comme infirmier à l'hôpital Lariboisière, et elle l'a toujours trouvé agréable avec son sourire discret et ses yeux bienveillants. « Bonjour Marie, ça va mieux ? Je vous ai entendu rentrer de l'hôpital la semaine dernière. » Sa voix chaleureuse la surprend agréablement, et elle réalise qu'elle n'a pas eu de vraie conversation depuis sa sortie d'hospitalisation. Thomas remarque immédiatement quelque chose de différent dans son attitude, une tranquillité nouvelle qui émane de toute sa personne. Vous avez l'air, plus sereine qu'avant. Marie le regarde avec surprise, car personne ne lui a jamais fait ce genre de remarque. Plus sereine ? Elle qui a toujours eu cette anxiété perpétuelle collée à la peau comme une seconde nature. Vous avez le temps pour un café ? Propose Thomas spontanément. Marie hésite une seconde par réflexe, puis réalise qu'elle n'a absolument rien d'urgent à faire pour la première fois depuis des années. Pas de commission pour sa mère, pas de service à rendre à Clara, pas d'urgence familiale à gérer. Cette liberté nouvelle lui donne le vertige. Ils s'installent à la terrasse du café de la place Sainte-Marthe, et Marie découvre avec émerveillement qu'elle a une opinion sur tout, les films qu'elle aime vraiment, les livres qui l'ont marquée, les voyages qu'elle rêve de faire. Thomas l'écoute avec une attention qu'elle ne connaissait pas, pose des questions pertinentes sur ses goûts et ses envies. « Je ne vous avais jamais vue aussi présente », observe-t-il, après 2 heures de conversation. Marie comprend soudain ce qu'il veut dire, car elle vient de vivre la première conversation de sa vie où elle n'a parlé de sa famille qu'en réponse à une question directe. Habituellement, ces discussions tournent toujours autour des problèmes de sa mère, des demandes de Clara ou des soucis de son père. « C'est bizarre, j'ai l'impression de me découvrir », avoue-t-elle en rougissant légèrement. Thomas sourit avec une douceur qui lui réchauffe le cœur et lui propose de recommencer bientôt. En rentrant chez elle, Marie réalise qu'elle vient de passer un après-midi entier sans regarder son téléphone une seule fois. Son téléphone affiche 12 nouveaux messages, mais pour la première fois, elle sourit en les voyant. Que va-t-il se passer quand sa famille comprendra qu'elle a trouvé sa propre voie ? Le dimanche matin à 10 heures précises,
La sonnette de Marie retentit avec l'insistance de quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Elle reconnaît immédiatement le rythme caractéristique de sa mère. 3 coups brefs, une pause, puis 3 autres coups plus appuyés. Marie termine tranquillement son café, en regardant par la fenêtre les toits de Belleville baignés de soleil, avant d'aller ouvrir. Françoise se tient sur le palier dans son manteau beige impeccable, le visage fermé, et les lèvres pincées dans cette expression que Marie connaît par cœur depuis l'enfance, celle qui annonce une confrontation dont elle ne sortira pas indemne. « Bonjour maman. Entre donc. » Marie s'efface pour la laisser passer en remarquant l'étonnement fugace de sa mère devant cette politesse inhabituelle. D'habitude, Marie se confond en excuses dès qu'elle voit ce visage contrarié et s'empresse de demander ce qui ne va pas pour pouvoir le réparer immédiatement. Françoise s'installe sur le canapé sans enlever son manteau, signal clair qu'elle ne compte pas s'attarder. Ses yeux balayent l'appartement avec cette façon particulière qu'elle a de tout jauger et de tout critiquer silencieusement. Marie prépare du thé, avec des gestes lents et mesurés, savourant ce nouveau rythme qu'elle découvre en elle. « Qu'est-ce qui te prend exactement, Marie ?» attaque Françoise, sans préambule. Sa voix claque dans le silence matinal avec cette autorité naturelle qu'elle a toujours exercée sur sa famille. Marie verse l'eau chaude dans la théière, en prenant son temps avant de répondre. « Je récupérais de mon opération, maman. C'est normal, non ? Bon, d'accord, tu étais fatiguée, mais maintenant c'est fini. On peut reprendre une vie normale ?» Le mot « normal » résonne étrangement dans la tête de Marie qui pose délicatement la théière sur la table basse. Elle observe vraiment sa mère pour la première fois depuis longtemps. Son impatience visible, son incapacité à rester immobile, sa façon de vérifier constamment son téléphone, même en pleine conversation. « Normal pour qui, maman ?» La question sort de sa bouche avec une douceur qui surprend les 2 femmes. Françoise redresse la tête comme si elle venait de recevoir une gifle inattendue. « Comment ça pour qui ? Pour la famille, bien sûr. Tu sais très bien que ton père a besoin d'être accompagné chez le dentiste. Et Clara compte sur toi pour garder les enfants samedi prochain. » Marie sirote son thé en silence, laissant les mots de sa mère flotter dans l'air, comme des bulles de savon qui éclatent d'elles-mêmes. Cette tranquillité nouvelle semble déstabiliser Françoise, qui hausse le ton. « Tu deviens égoïste, ma pauvre fille. Avant tu étais serviable, maintenant tu fais ta difficile comme si tu étais au-dessus de tout ça. » Le mot « serviable » traverse Marie comme un couteau bien aiguisé. Serviable. Elle répète silencieusement ce mot qui résume apparemment 32 ans de sa vie aux yeux de sa propre mère. « C'est exactement ça, maman. Avant j'étais serviable, maintenant je suis juste moi. » La phrase sort avec une simplicité désarmante qui fait taire Françoise pendant quelques secondes. Marie voit passer une succession d'émotions sur le visage maternel. Surprise, incompréhension, puis cette colère froide qu'elle connaît si bien. « Juste toi ? Et nous alors ? Ta famille ? Les gens qui t'aiment ? Est-ce que vous m'aimez vraiment, maman ? Ou est-ce que vous aimez les services que je rends ?» La question tombe comme une bombe dans le salon silencieux. Françoise se lève brusquement, son thé intact, et remet son sac à main sur son épaule avec des gestes saccadés qui trahissent son trouble profond. « Tu dis n'importe quoi. Cette opération t'a dérangé le cerveau ou quoi ?» Mais Marie voit bien que sa mère évite soigneusement de répondre à la question. Elle l'accompagne jusqu'à la porte, en gardant ce calme nouveau qui semble déstabiliser Françoise plus que des cris ou des larmes. « Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire, Marie. Une famille, ça se construit à plusieurs, pas toute seule dans son coin. » Françoise claque la porte, mais Marie entend ses pas qui s'arrêtent sur le palier. Elle sait que sa mère attend quelque chose. Des excuses, une course pour la rattraper, une promesse de redevenir comme avant. Mais Marie retourne simplement dans sa cuisine pour finir son thé. Pour la première fois de sa vie, elle vient de tenir tête à sa mère sans s'effondrer. Cette victoire silencieuse la remplit d'une fierté qu'elle ne connaissait pas. Mais elle sait aussi que cette guerre ne fait que commencer et que sa famille ne la laissera pas partir si facilement. 2 mois s'écoulent depuis ce fameux « OK » qui a tout changé et Marie découvre une version d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas. Ses forces reviennent progressivement et avec elles une énergie nouvelle qu'elle ne reconnaît pas. Un mardi après-midi, en se promenant dans le Marais, elle passe devant un petit studio de photographie et voit une affiche qui annonce des cours pour débutants. La photographie, cette passion qu'elle avait abandonnée à 20 ans faute de temps et d'argent, toujours occupée à aider sa famille dans leurs urgences perpétuelles.
Marie pousse la porte du studio et s'inscrit sur un coup de tête qui la surprend elle-même. « Vous avez déjà fait de la photo ?» demande Sophie, l'instructrice aux cheveux gris et au sourire bienveillant. « Il y a longtemps », répond Marie en repensant à l'appareil argentique que son grand-père lui avait offert pour ses 18 ans et qui dort encore dans un tiroir. Le premier cours la bouleverse. Tenir à nouveau un appareil photo entre ses mains réveille quelque chose de profondément enfoui en elle. Ses premières images sont maladroites, mais elle ressent une joie pure qu'elle avait complètement oubliée. Cette sensation de créer quelque chose qui n'existe que par elle et pour elle. Thomas devient un ami précieux qui l'encourage dans cette renaissance inattendue. Ils prennent l'habitude de se retrouver pour déjeuner dans les petits restaurants du quartier, et Marie découvre qu'elle peut parler pendant des heures, sans mentionner sa famille une seule fois. « À vous rayonner littéralement », lui dit Thomas un jeudi, en la regardant montrer ses photos sur son téléphone. Il lui raconte alors sa propre histoire avec sa famille envahissante, qu'il a dû apprendre à tenir à distance pour préserver sa santé mentale. Marie l'écoute avec fascination, en découvrant qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu cette suffocation familiale. Le plus dur, c'est de réaliser qu'on peut être heureux sans leur approbation constante, confie Thomas. Ces mots résonnent profondément en Marie, qui commence à comprendre qu'elle a passé sa vie entière à quêter une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Pendant qu'elle s'épanouit dans sa nouvelle liberté, les messages familiaux changent de nature et deviennent de plus en plus pressants. Sa sœur Clara multiplie les tentatives de culpabilisation. « Maman pleure à cause de toi. » Puis « Tu es en train de détruire notre famille et on ne te reconnaît plus, tu es devenu quelqu'un d'autre. » Sa mère alterne entre reproches directs et chantage émotionnel subtil. « Ton père se demande s'il t'a fait quelque chose et je ne comprends plus ma propre fille. » Marie lit ces messages avec un détachement qui la surprend elle-même. Elle qui tremblait avant à la moindre contrariété familiale se sent maintenant protégée par une carapace invisible. Ces mots qui l'auraient en fait courir vers eux en s'excusant la laissent maintenant parfaitement sereine. Un dimanche après-midi, elle développe ses premières photos dans la chambre noire du studio et ressent une émotion qu'elle n'arrive pas à nommer. Voir apparaître ces images qu'elle a créées lui donne l'impression de se voir naître. Sophie l'observe avec le sourire de quelqu'un qui reconnaît une vraie passion. « Vous avez l'œil, Marie. Il faut continuer. » En rentrant chez elle ce soir-là, Marie trouve 14 nouveaux messages de sa famille. Clara a eu une dispute avec son mari et a besoin qu'elle garde les enfants. Sa mère veut qu'elle l'accompagne faire des courses car elle a mal au dos. Son père souhaiterait qu'elle vienne réparer son ordinateur qui fait des choses bizarres. Marie pose son téléphone et va regarder par sa fenêtre les lumières de Paris qui s'allument une à une dans la nuit tombante. Elle comprend avec une clarté aveuglante que son « OK » était en réalité son premier « non » authentique après 32 ans de « oui » automatique et servile. Thomas lui envoie un message. « J'ai vu de belles expositions photos ce week-end. Ça vous dirait qu'on y aille ensemble ?» Marie sourit et répond immédiatement. « Avec plaisir. » Pour la première fois de sa vie, elle dit oui à quelque chose qui lui fait vraiment envie sans se demander si cela va déranger quelqu'un d'autre. Cette liberté nouvelle lui donne le vertige, mais aussi une force qu'elle ne se connaissait pas. Mais elle sait que sa famille ne la laissera pas s'envoler si facilement et que le plus dur reste à venir. Comment réagiront-ils quand ils comprendront que leur mari serviable a définitivement disparu ? L'anniversaire de son père. Pierre approche, et comme chaque année depuis 15 ans, Marie reçoit la liste complète des tâches qui l'attendent. Sa mère lui envoie un message détaillé. « Tu t'occupes du gâteau au chocolat qu'il aime, de la décoration du salon, des invitations à envoyer et tu penses aux fleurs pour la table. » Clara ajoute « N'oublie pas d'acheter le champagne et de passer chez le traiteur pour les petits fours. » Marie lit ces messages en buvant son café du matin et une évidence s'impose à elle avec la force d'une révélation. Ils organisent en cet anniversaire exactement comme ils organisaient tout le reste, en comptant sur elle pour tout faire pendant qu'eux récoltent les remerciements et les félicitations pour cette belle fête. Elle tape sa réponse sans trembler. « Je ne viendrai pas. » 4 mots qui résonnent comme un coup de tonnerre dans le silence de son appartement. Marie appuie sur envoi et pose son téléphone en sentant un mélange de panique et de libération l'envahir simultanément. La réaction ne se fait pas attendre. Son téléphone se met à sonner de façon incessante et elle voit défiler les noms de Clara puis de sa mère puis encore de Clara. Marie laisse la sonnerie retentir sans décrocher, savourant ce pouvoir nouveau de choisir quand et si elle veut répondre.
Clara finit par laisser un message vocal d'une violence qui surprend Marie par son intensité. « Tu es devenue complètement folle. C'est l'anniversaire de papa. Tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais lui dire? Que sa fille préférée s'en fiche de lui ?» Sa mère enchaîne avec un message plus calculé. « Marie, ma chérie, je sais que tu traverses une période difficile, mais ton père compte énormément sur ta présence. Il sera tellement déçu si tu n'es pas là pour ses 65 ans. » Marie écoute ces messages en comprenant à quel point sa famille maîtrise l'art de la culpabilisation. Tous les mots sont choisis pour la faire plier. Folle, fille préférée, déçue. Mais quelque chose a définitivement changé en elle. Et ces techniques qui fonctionnaient parfaitement avant glissent maintenant sur sa nouvelle carapace. Thomas lui propose de passer cette soirée d'anniversaire avec lui, et ils décident d'aller voir le coucher de soleil depuis la butte Montmartre. Marie se prépare avec un soin particulier, en choisissant une robe qu'elle aime vraiment, et non celle que sa famille trouve convenable. En montant les marches vers le Sacré-Cœur, elle sent son téléphone vibrer constamment dans son sac, mais refuse de le regarder. Thomas remarque sa nervosité et lui prend doucement la main. « Vous faites ce qu'il faut, Marie. Une famille qui vous aime vraiment respecterait votre choix. » Ils s'assoient sur les marches et regardent Paris s'illuminer progressivement dans la nuit tombante. Marie ressent une paix qu'elle n'avait jamais connue, malgré la tempête qui fait rage dans son téléphone. Pour la première fois de sa vie, elle passe une soirée à faire exactement ce qu'elle veut, sans se soucier des conséquences. À 23h, elle ose enfin regarder son téléphone et découvre 16 messages et 8 appels manqués. Mais ce qui la frappe le plus, c'est une photo postée par Clara sur Instagram. Toute la famille sourit autour du gâteau d'anniversaire, parfaitement heureuse sans elle. Cette image lui fait mal comme un coup au ventre, mais la libère aussi d'un poids énorme. Elle comprend avec une clarté douloureuse qu'elle était remplaçable pour l'affection, mais irremplaçable pour les corvées. Ils peuvent très bien être heureux sans elle, mais ils ne peuvent pas organiser une fête sans son travail. Thomas voit les larmes qui montent aux yeux de Marie et lui passe un bras protecteur autour des épaules. Ils vous ont montré qui ils sont vraiment. Maintenant vous savez à quoi vous en tenir. Le lendemain matin, Marie reçoit un message glacial de sa mère. Ton père a été très déçu de ton absence. Il n'arrête pas de demander ce qu'il t'a fait pour que tu le puisses, Clara ajoute. J'espère que tu es fière de toi. Tu as gâché la soirée de papa. Marie lit ces mots sans la moindre émotion en réalisant qu'ils essaient encore de la culpabiliser alors qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient parfaitement se passer d'elle. Pas triste, déçue, comme si elle était un service qui avait dysfonctionné et non leur fille qui prenait enfin soin d'elle. Elle range son téléphone et va préparer son petit déjeuner en savourant le silence de son appartement. Pour la première fois, elle a choisi son bien-être plutôt que leur confort, et le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Mais elle sait que cette guerre silencieuse ne fait que commencer et qu'ils vont intensifier leurs attaques. 4 mois se sont écoulés depuis l'anniversaire de son père, et Marie a trouvé un rythme de vie qui lui ressemble enfin. Ses cours de photographie progressent remarquablement, et Sophie l'encourage à participer à une exposition collective pour débutants. Thomas et elle se rapprochent naturellement sans précipitation. Leurs sentiments grandissent dans cette douceur nouvelle que Marie découvre. Un jeudi soir vers 22h, sa sonnette retentit avec une insistance désespérée. Marie regarde par l'œilleton et découvre Clara sur le palier, les cheveux défaits et les yeux rouges de quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Elle tient ses 2 enfants par la main, Lucas 8 ans et Emma 5 ans, qui regardent autour d'eux avec cette inquiétude propre aux enfants qui sentent que le monde des adultes vacille. Marie ouvre la porte et Clara s'effondre littéralement dans ses bras en sanglotant sans retenue. Les mots sortent en désordre entre les larmes. Julien qui est parti sans prévenir, la lettre qu'il a laissée sur la table de la cuisine, les affaires qu'il a emportées pendant qu'elle était au travail. Il dit que je suis devenue invivable depuis quelques mois, que je critique tout le temps, que je suis négative comme maman. Hoquette Clara Marie installe les enfants devant un dessin animé avec du chocolat chaud, puis revient vers sa sœur qui tremble sur le canapé. Pour la première fois depuis des années, Clara s'adresse à elle sans exigence ni reproche, juste avec une vulnérabilité brute qui fait mal à voir. Je ne sais pas comment m'occuper d'eux toute seule, Marie. J'ai toujours eu Julien, ou toi ou maman pour m'aider avec tout. Cette phrase résonne étrangement dans la tête de Marie, qui réalise que Clara vient inconsciemment d'avouer qu'elle n'a jamais appris à se débrouiller seule. Marie prépare une tisane et s'assoit à côté de sa sœur,
en gardant une distance physique qui n'existait pas avant. Tu peux dormir ici cette nuit avec les enfants, mais demain il faudra que tu rentres chez toi. Clara relève la tête avec surprise, car elle s'attendait visiblement à ce que Marie prenne tout en charge comme d'habitude. Organiser son déménagement temporaire, garder les enfants indéfiniment, l'accompagner chez l'avocat, gérer ses problèmes financiers. « Mais Marie, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas tout faire toute seule. »« Moi non plus, Clara, et pourtant j'ai appris. » La phrase sort avec une douceur ferme qui surprend les deux sœurs. Marie explique calmement qu'elle l'aidera, mais à ses conditions. Elle gardera les enfants le mercredi après-midi, pas tout le week-end. Elle l'accompagnera chez l'avocat une fois, pas à chaque rendez-vous. Elle peut lui prêter de l'argent avec un échéancier de remboursement précis. Clara découvre une Marie qu'elle ne connaissait pas. Forte et organisée, mais plus soumise ni sacrificielle. Au lieu de s'effondrer face aux demandes de sa sœur, Marie pose des limites claires et s'y tient avec une bienveillance ferme. « J'ai toujours pensé que tu aimais nous aider », murmure Clara au bout d'un long moment de silence. « Non, Clara, j'avais juste peur que vous ne m'aimiez plus si je disais non. » Cette confession tombe comme une bombe dans le salon silencieux. Clara regarde vraiment sa sœur pour la première fois depuis des années et voit cette femme de 32 ans qui a appris à exister sans elle. « Je ne savais pas que tu souffrais. J'ai toujours cru que c'était naturel pour toi de nous rendre service. Parce que vous ne m'avez jamais demandé ce que je ressentais vraiment. » Les deux sœurs passent la nuit à parler vraiment pour la première fois depuis leur enfance. Clara raconte comment leur mère l'a toujours montée contre Marie en lui répétant qu'elle était plus débrouillarde et qu'elle devait surveiller sa sœur trop généreuse. Marie comprend enfin pourquoi Clara a toujours eu cette attitude supérieure avec elle. « Maman nous a dressées l'une contre l'autre depuis qu'on est petite », réalise Clara avec horreur. Cette révélation bouleverse Marie qui découvre que sa sœur a elle aussi été victime de leur mère à sa façon. Clara avoue qu'elle reproduit avec ses enfants les mêmes schémas autoritaires et se rend compte qu'elle est devenue exactement ce qu'elle reprochait à leur mère. Le lendemain matin, Clara repart chez elle avec ses enfants, mais quelque chose a changé entre les sœurs. Pour la première fois, elles se sont parlé d'égal à égal et ont découvert qu'elles pouvaient s'aimer autrement que dans un rapport de force. Clara lui envoie un message dans l'après-midi. « Merci de m'avoir aidée sans te sacrifier. Je commence à comprendre ce que tu as vécu. » Marie range son téléphone avec un sourire, en réalisant qu'elle vient peut-être de gagner une vraie sœur, après avoir perdu une exploiteuse. Mais elle sait que leur mère ne laissera jamais cette alliance se former sans réagir violemment. La vraie guerre va maintenant commencer, et Françoise ne fera pas de prisonnier. Clara organise un dîner familial de réconciliation dans un restaurant neutre du 15e arrondissement, loin des territoires habituels de leur mère qui aime contrôler l'environnement. Marie accepte à condition que la discussion dure maximum 2 heures et qu'elle puisse partir quand elle le souhaite. Ces conditions nouvelles surprennent Clara, qui commence à comprendre que sa sœur a définitivement changé. Le samedi soir, Marie arrive la première au restaurant Le Petit Marché et choisit stratégiquement une table près de la sortie. Thomas lui a proposé de l'accompagner, mais elle a préféré affronter cette épreuve seule, forte de sa nouvelle assurance. Elle commande un verre de vin blanc et observe les autres familles qui dînent autour d'elle en se demandant si elles aussi cachent des blessures invisibles. Ses parents arrivent ensemble. Son père Pierre avec cette expression embarrassée qu'il arbore toujours dans les conflits familiaux, et sa mère Françoise le visage fermé dans son manteau beige impeccable. Clara les suit de près avec cette nervosité de quelqu'un qui joue sa dernière carte. La tension est palpable dès les premières minutes et chacun évite soigneusement le regard des autres en étudiant le menu avec une attention exagérée. Françoise tente de faire comme si rien ne s'était passé en parlant météo et actualité, mais Marie ne joue plus ce jeu de simulation. « Maman, nous sommes là pour parler de ce qui s'est passé ces derniers mois, pas pour faire semblant que tout va bien. » La phrase tombe avec une douceur implacable qui fait taire la table. Pierre regarde sa fille avec surprise, car il ne l'a jamais entendue tenir tête à sa femme de façon si directe. « Bon, d'accord, parlons-en !» explose Françoise, en posant brutalement son verre sur la table. « Tu nous as fait le coup de la victime pendant des mois, tu as boudé comme une adolescente, et maintenant tu veux qu'on s'excuse ?» Marie sort alors calmement son téléphone et montre une photo qu'elle a gardée précieusement. Elle dans son lit d'hôpital le jour où elle a envoyé son message, pâle et épuisée, avec cette expression de solitude absolue qui fend le cœur. « Il n'y a pas eu de bouderie, maman. Il y a eu abandon.
Le silence qui suit résonne comme un coup de gong dans le restaurant bruyant. Clara regarde la photo avec des larmes qui montent aux yeux en réalisant pour la première fois la détresse de sa sœur ce jour-là. « Tu dramatises », tante Françoise, mais sa voix manque de conviction. « Non, maman, je montre la réalité. J'ai failli mourir et vous m'avez envoyé prendre un Uber comme si je sortais d'un rendez-vous chez le coiffeur. » Pierre prend enfin la parole avec cette gravité qu'il réserve aux moments importants. « Elle a raison, Françoise. On a profité de sa gentillesse. Moi le premier, j'ai laissé faire pendant des années. » Cette trahison inattendue de son mari fait vaciller Françoise, qui se tourne vers lui avec une fureur mal contenue. Clara enchaîne en prenant le parti de Marie pour la première fois de leur vie d'adulte. « Maman, on exploitait Marie et on ne s'en rendait même pas compte. » Françoise se retrouve isolée face à sa famille, qui lui renvoie une image d'elle-même qu'elle refuse de voir. Elle tente une dernière manipulation en sortant ses larmes habituelles. « Vous me faites passer pour un monstre. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour cette famille. »« Non, maman, » répond Marie avec une tristesse infinie. « Tout ce que tu as fait, c'était pour ton confort. L'amour, ça se montre autrement. » Marie explique alors calmement que son « ok » n'était pas de la bouderie, mais l'acceptation qu'elle ne pouvait plus vivre uniquement pour les autres. Elle pose ses nouvelles règles avec une fermeté bienveillante. Elle sera présente mais plus corvéable à merci, aimante mais plus sacrificielle. « Tu changes les règles du jeu au milieu de la partie », proteste Françoise. « Exactement, maman. Parce que les anciennes règles étaient injustes et qu'il était temps que je m'en aperçoive. » Pierre tend la main vers sa fille avec cette émotion qu'il cache habituellement. « Je suis désolée, ma puce. On aurait dû te protéger au lieu de profiter de toi. » La conversation se termine sans réconciliation parfaite, ni excuse complète de Françoise, mais avec une nouvelle donne clairement établie. Marie a posé ses limites définitivement, et chacun sait désormais que l'ancienne Marie serviable a disparu pour toujours. En sortant du restaurant, Clara embrasse sa sœur avec une tendresse nouvelle. « Merci de nous avoir ouvert les yeux même si ça fait mal. » Marie rentre chez elle en réalisant qu'elle vient de franchir une étape décisive. Elle a dit sa vérité sans violence ni méchanceté, et c'est exactement comme ça qu'elle voulait que les choses se passent. Mais elle sait que sa mère ne capitulera pas si facilement et que le plus difficile reste peut-être encore à venir. Comment Françoise va-t-elle accepter de perdre le contrôle qu'elle exerce depuis 32 ans ? Un an jour pour jour après ce fameux « OK » qui a tout changé, Marie accroche ses dernières photographies dans la petite galerie de Belleville qui lui a ouvert ses portes. L'exposition s'intitule « Renaissance » et présente 15 portraits de personnes qui ont transformé leur vie après 40 ans. Chaque visage raconte une histoire de courage et de libération qui résonne avec son propre parcours. Thomas arrive en avance pour l'aider avec les derniers préparatifs et Marie ressent cette gratitude profonde pour cet homme qui a su l'accompagner sans jamais essayer de la changer. Leur relation s'est épanouie dans l'égalité et le respect mutuel, construite sur de vraies bases et non sur ses anciens besoins de plaire à tout prix. « Vous êtes prête pour votre grand soir ?» demande-t-il en ajustant l'éclairage d'une photo. « Plus que jamais », répond Marie en regardant autour d'elle ces images qui témoignent de sa renaissance. La première surprise de la soirée arrive à 18h précise. Clara pousse la porte de la galerie avec ses 2 enfants endimanchés et des fleurs plein les bras. Elle a perdu du poids et gagné cette assurance que donne une vraie indépendance, depuis qu'elle élève seule ses enfants et gère sa nouvelle vie. « Je ne raterai ça pour rien au monde », dit-elle en serrant Marie dans ses bras. Clara s'arrête devant un autoportrait de Marie intitulé « Avant et après », qui montre le contraste saisissant entre la femme épuisée de l'hôpital et celle d'aujourd'hui, radieuse et libre. Les larmes lui montent aux yeux en réalisant le chemin parcouru par sa sœur. « Tu es magnifique sur cette photo. On dirait que tu t'es enfin trouvée. » Les visiteurs commencent à affluer et Marie découvre avec émerveillement que ces photographies touchent vraiment les gens. Une dame âgée reste longtemps devant le portrait d'une femme qui a quitté son mari violent à 60 ans. Un jeune homme achète celui d'un artiste qui a osé changer de carrière après une dépression. Une mère de famille lui confie que l'exposition l'aide à comprendre ses propres blocages familiaux. Sophie, son professeur de photographie, rayonne de fierté en observant l'impact des œuvres de Marie sur les visiteurs. Elle s'approche avec cette expression de quelqu'un qui a une nouvelle importante à annoncer. « Marie, la Galerie Lumière du Marais souhaite vous rencontrer la semaine prochaine.
Ils ont vu vos photos sur les réseaux sociaux et sont très intéressés par votre travail. Cette proposition dépasse tous les rêves de Marie, qui peine à croire qu'en un an, elle soit passée de femme invisible à artiste reconnue. Son téléphone vibre avec des messages de félicitations de ses nouveaux amis du cours de photographie, qui forment maintenant sa vraie famille choisie. Vers 20h, Marie remarque un bouquet de roses blanches posé discrètement près de l'entrée, avec une petite carte. « Fière de toi, ma chérie. Même si je ne comprends pas tout. Maman, Françoise n'est pas venue, mais ce geste timide marque peut-être le début d'un respect mutuel. » Son père Pierre arrive vers la fin de la soirée avec cette fierté un peu gauche qu'il a toujours eue pour ses filles. Il observe longuement chaque photographie en hochant la tête avec approbation. « Tu as du talent, ma puce. J'aurais dû t'encourager plus tôt au lieu de laisser ta mère décider de tout. » Cette confession tardive touche Marie plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle vend 5 photographies ce soir-là à des inconnus touchés par ces histoires de renaissance et de courage. L'argent gagné représente plus qu'un simple revenu. C'est la preuve concrète qu'elle peut vivre de sa passion. Un couple d'âge mûr s'attarde devant sa photo préférée, celle qui montre une femme de 50 ans reprenant des études de médecine. Ils achètent le tirage en expliquant que cette image les inspire pour leur propre reconversion professionnelle. « Votre travail donne de l'espoir », dit la femme avec émotion. Marie réalise que son art touche exactement le public qu'elle espérait. Ces personnes qui ont besoin de croire qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Ces photographies deviennent des miroirs où chacun peut voir ses propres possibilités de transformation. En fermant l'exposition, Thomas et Marie marchent main dans la main dans les rues de Belleville illuminées par les réverbères. Marie sent son téléphone vibrer dans son sac et découvre un message de sa mère. « J'aimerais qu'on parle vraiment un jour, sans jugement ni reproche. » Marie sourit et range son téléphone sans répondre immédiatement. Pour la première fois de sa vie, elle contrôle le timing de ses relations au lieu de subir les urgences des autres. « À quoi vous pensez ?» demande Thomas, en voyant son expression sereine. « Je pense à ce que j'ai écrit dans mon journal intime hier soir. Il aura fallu que je dise « OK » à leur abandon pour enfin dire « oui » à ma propre vie. » Thomas la serre contre lui et ils regardent ensemble les lumières de Paris qui scintillent dans la nuit. Marie réalise qu'elle a parcouru un chemin immense depuis cette femme brisée de l'hôpital Saint-Antoine. Elle a appris à exister pour elle-même, à poser des limites et à construire des relations saines. Ce simple « OK » l'a menée exactement là où elle devait être, libre, entière et enfin elle-même. Demain, elle appellera sa mère pour cette conversation qu'elles n'ont jamais eue, mais ce sera à ses conditions et dans son rythme. Pour la première fois de sa vie, Marie choisit le bonheur plutôt que l'approbation et découvre que c'est exactement là qu'elle devait toujours être. 3 ans plus tard, Marie inaugure sa 3e exposition personnelle dans une galerie prestigieuse du 6e arrondissement. Les critiques parisiens saluent son travail sur la résilience du quotidien et ses photographies voyagent maintenant dans toute l'Europe. Ce qui avait commencé comme une thérapie personnelle est devenu un véritable mouvement artistique qui inspire des milliers de personnes. Thomas et elle se sont mariés dans l'intimité avec seulement Clara et les enfants comme témoins. Pas de grande fête familiale, ni de compromis douloureux, juste l'amour simple et authentique qu'elle avait toujours rêvé de vivre. Ils habitent maintenant un petit appartement lumineux près du canal Saint-Martin, où Marie a installé son studio photographique. Clara a recommencé sa vie et travaille désormais comme assistante sociale pour aider d'autres femmes à sortir de relations toxiques. Leurs rapports sont devenus ce qu'ils n'avaient jamais été. Une vraie complicité entre sœurs qui se soutiennent mutuellement sans se sacrifier. Elles déjeunent ensemble chaque dimanche avec les enfants qui adorent leur tante Marie, photographe. Son père Pierre lui rend visite régulièrement et découvre enfin qui est vraiment sa fille. Il a appris à exprimer ses sentiments et avoue souvent regretter de ne pas avoir protégé ses filles plus tôt. Leur relation s'est reconstruite sur des bases saines, faites de respect mutuel et de tendresse tardive mais sincère. Sa mère Françoise a finalement accepté de consulter une psychologue après que Pierre ait menacé de la quitter. Les progrès sont lents et difficiles, mais elle commence à comprendre les blessures qu'elle a infligées à ses filles. Leur rapport reste tendu, mais Marie a appris à les gérer avec cette distance bienveillante qui protège son équilibre. Le message le plus touchant que Marie reçoit régulièrement vient d'inconnus, qui lui écrivent après avoir vu ses expositions ou lu les articles sur son parcours.
Ces femmes racontent comment l'histoire de son hoquet libérateur les a inspirées à dire non à leur tour aux relations toxiques qui les épuisaient. « Merci de m'avoir montré qu'on peut être heureuse sans être indispensable », lui écrit une institutrice de 50 ans qui vient de quitter sa famille envahissante. Marie conserve précieusement tous ces témoignages qui lui prouvent que son art dépasse maintenant sa simple histoire personnelle pour devenir un message d'espoir universel. Ce simple « OK », prononcé dans la douleur il y a 3 ans, continue de rayonner et d'éclairer d'autres vies. Parfois le soir, en développant ces nouvelles photos, Marie repense à cette femme brisée de l'hôpital Saint-Antoine et sourit tendrement à cette version d'elle-même qui n'imaginait pas qu'un jour elle pourrait être si heureuse. Elle a appris que le vrai amour commence par celui qu'on se porte à soi-même et que la liberté se conquiert un non à la fois. Son téléphone ne vibre plus avec ces urgences familiales qui rythmaient autrefois sa vie. Maintenant, il s'illumine de messages d'amis véritables, de commandes photographiques passionnantes et de nouvelles opportunités professionnelles. Marie contrôle enfin sa propre existence, et cette victoire silencieuse vaut tous les trésors du monde. I'm out. That sounded like a lot of skeletons. That sounded like a place of death. Can I get rid of anything? I don't need arrows. Actually, I want the arrows. I lied. I don't need, dirt. The pillager towers give enchantment books and bottles for levels. Bottles for levels! Bottles for levels. Not really diamonds? Okay. I don't need levels. I have 14, thank you very much. The pillager tower are very dangerous. Yeah, I've heard that. There is a villager tower though nearby. Or sorry, a village nearby which could have more diamonds. So we're gonna go look and see if there is a tower nearby. If you want good enchants on your armor, you need 30 levels. What? I thought it only took like a couple per enchant. Don't forget the locked up iron golems you gotta save. Should we infiltrate? Dun da da da. Thane, if I die, it's your fault. Dun da da da. We'll come around the side. Here, we'll come up from the hill. The height of advantage. Advantage of height. The height. Advantage of height. Why is like my English so bad today? You can have less levels, but also worse than 30. Don't end it like this. We won't. Trust. But I can't let my boys be in cages. Height advantage. Yes. Height advantage. I was like, advantage of height sounds weird. They'll never see me coming. What is that? Free! Little flying guys! What are they? Oh my god, they're so cute! Can I tame it? He has an axe! Hi! Do you want something? Do you want a piece of sandstone? Yeah, he has a piece of sandstone. Ally? I love them. They can item for you and some fall. Oh my god, they're following. I'm so happy. Yes. Escape. Operation successful. Yay. They're so sweet. My sandstone boy and my axe boy. I like their little noises too.
You're welcome. Yes, thank you, Thane. That was a very good choice. They're so sweet. I love the noises. Why do they exist? They're so sweet. These are tears of joy this time. That literally made me so happy. I love them. They're so cute. Where's the village though? Isn't there supposed to be a village nearby the pillager tower? There isn't one that I can see. Ooh, a good ravine? Is that a good ravine though? I don't want them to... My little baby! Why is there light down there? Oh yeah. That's where I'm going. Here, come here, little guys. We sleep here! They're so cute! Hi! Oh, if I take the item away, will they leave me forever?